Bonsoir. Alors, on lance un nouveau vlog. On est le jeudi 29 mai, fin de journée. Éclairage artificiel, mais ça se peut que vous en rendez pas nécessairement compte si j'arrive à tout arranger. Donc, nouvelle semaine de vlog. Je viens de terminer le précédent. Semaine compliquée pour moi au niveau santé, donc il y a un impact un peu sur la lecture parce qu'en ce moment, j'ai quelque chose qui fait en sorte que c'est plus difficile pour moi de me concentrer sur quelque chose visuellement. Puis même à la limite, des fois, mentalement, parce que ça vient souvent accompagné aussi de symptômes complémentaires, dont des migraines. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas rien de grave, c'est juste que c'est très handicapant. Donc, voilà, je fais ce que je peux et je suis quand même encore capable d'écouter des livres audio. Et c'est ce qui m'a un petit peu décidé à me laisser influencer complètement par Laura's Readings qui a fait un petit reel sur Instagram qui nous parlait de sa plus récente lecture du dernier Karen Ponte, qui est une autrice qui fait dans le feel good ou en tout cas d'après ce que je peux comprendre ou dans les romans de Noël. Et je la connais de nom et tout, puis je pense pas que à moins que je me trompe puis que j'ai lu une de ses romans de Noël, mais je suis pas certaine. Je pense que c'est Sophie Germain, mais j'ai peut-être lu un Karen Ponte à un moment donné de Noël, je me souviens plus. Bref, c'est une autrice dont j'ai entendu parler, feel good, moins quelque chose qui m'attire. Mais la façon dont Laura's Readings en a parlé, ça m'a l'air absolument ce dont j'avais besoin en ce moment. Donc, c'est un feel good, ça s'appelle Recherche Lily désespérément. Déjà en partant avec le titre, ça me donne une idée. Et on va y retrouver un peu la structure assez standard de ce qui est habituellement un début de... En tout cas, même romance de Noël, mais là, c'est pas Noël du tout. C'est Lily, Elisabeth, qui travaille dans une compagnie qui s'occupe de l'événementiel corporatif, principalement. Et elle a, cette compagnie-là, ça ne lui appartient pas, mais elle a depuis comme la fondation, elle a beaucoup soutenu la propriétaire et tout ça. Puis à un moment donné, après 10 ans, du jour au lendemain, sa boss, donc la propriétaire, va décider de restructurer le tout dans son département en y imposant une directrice adjointe alors qu'elle n'avait jamais vraiment eu besoin d'avoir une adjointe et une directrice adjointe qui a genre 20 ans, elle est là 40, et qui supposément est beaucoup plus au fait de c'est quoi les tendances sur les réseaux et tout ça. Puis elle va décider que c'est elle qui va s'occuper désormais, donc la nouvelle personne, de gérer les communautés des réseaux sociaux, alors que c'est une des choses que Lily aime le mieux. Ça va y faire prendre conscience, ça, puis la mort d'une actrice qu'elle aimait beaucoup, d'une série dans les années 90. Bref, en une journée, avant une journée de schnout, on va se le dire, elle va revenir à la maison, vraiment fâchée, puis elle avait d'accumuler beaucoup de journées de congé, et là, elle va décider sur un coup de tête de dire « Ok, tu veux qu'on joue à ça? Ben d'abord, je prends tous mes congés. » Elle a 3 mois de congé. Puis, en se laissant aller un peu sur les réseaux, suivant la mort de l'actrice dont je disais, elle va passer un truc qui est genre des influenceurs qui s'en vont en retraite spirituelle et tout ça. Puis elle, c'est zéro son affaire. C'est quelqu'un d'hyper productif, travaille 60 heures semaine, qui aime bien avoir accès à plein de choses, autant de la culture que des trucs de consommation. Elle reçoit toujours des colis. Ça y prend absolument. Elle veut être connectée. C'est pas quelqu'un qui est bien dans le non connecté. Donc, elle voit ça, puis elle dit « Ah, je vais faire ça une retraite spirituelle. » Puis, sur un coup de tête, elle va décider de... Et là, vous venez de voir. Ça, c'est très drôle. Alors, en direct ici, vous avez mon électricité qui a arrêté et qui repart. Moi aussi, j'habite en campagne en passant. C'est très drôle. Donc, excusez, on repart. Cette fameuse Lily va décider sur un coup de tête de se louer une maison en campagne lointaine à Val-des-Fleurs ou je sais pas trop, et dans laquelle elle va faire une retraite spirituelle de 3 semaines. Puis là, elle se fait un grand listing de toutes les choses qu'elle veut donc faire. Sa meilleure amie la croit pas, elle est comme « Sérieux, toi, tu vas aller en retraite spirituelle, genre pour te regarder le nombril puis essayer d'avancer un peu ta croissance personnelle? » Et Lily est un peu piquée, puis elle est comme « Ben oui, je vais y aller, puis je vais y arriver. »
Puis bien évidemment, elle va se diriger là, les choses se passent pas comme prévu, pas de réseau, pas de Wi-Fi, c'est super loin. Et bien là, voilà, c'est la structure standard. J'imagine qu'il va y avoir éventuellement une révélation éventuellement, elle va finir par se trouver elle-même, vu que techniquement, elle recherche Lily désespérément dans le titre. Et puis, je pense qu'il risque d'avoir peut-être quelqu'un, un gars qui va passer et tout. Bon. Zéro mon genre habituellement. Mais, puis je pense que j'ai lu un Karen Pond parce que c'est l'humour de la plume qui m'avait marqué. Puis c'est très humoristique. Donc, je dis pas que j'en lirais tout le temps, mais jusqu'à maintenant, ça me convient bien. C'est-à-dire que je suis hyper consciente des schémas. C'est l'utilisation de schémas standards là, pour genre des comédies romantiques, mettons. Mais c'est correct jusqu'à maintenant. Parce que ça se prend comme pas au sérieux. Genre, à chaque fois qu'on se dit qu'on pourrait être en train de se dire un petit commentaire en levant les yeux au ciel comme lectrice ou comme lecteur, l'autrice fait dire ça à sa personnage principal en introspection. Elle-même a fait de l'autodérision, tu sais, elle est juste comme, ben voyons. Fait que, jusqu'à maintenant, ça va. Je tiens. Mais c'est pas très long, c'est un livre d'eau qui dure à peu près 5 minutes. 5 minutes, et ça va bien. 5h30 à peu près. Puis je l'ai aussi emprunté en livre numérique au cas où, mais j'ai vraiment de la misère à me concentrer à la lecture. Mais je l'ai emprunté au cas où je ne vais pas continuer à l'écouter en livre audio, puis je vais le suivre en numérique. Donc, ma lecture en cours, c'est celle-ci. Contre toute attente, les miennes en premier. Mais je fais hyper confiance à Laura's Readings. Elle aime pas ça quand c'est trop cucu. Je pense qu'elle aime ça quand il y a de l'humour en plus. Ça peut pas être juste la romance un peu cucu qui tient pas puis qui est dégoulinant de convenance. Donc, je me dis, on sait jamais. Donc, voilà. C'est rare que tu allez me voir lire des choses comme ça, mais là, c'est ce que j'ai envie de lire. Ça fait du bien à mon cerveau qui a de la misère à faire s'emboîter les blocs Lego ces temps-ci. Ça se peut qu'on ait la visite d'un chat, j'imagine. Donc, et comme j'allais pas bien, je l'ai vu un petit peu, je vous ai spoilé. Comme j'allais pas bien, j'ai passé la journée en fait en librairie parce que c'était pour mon boulot. Donc, vous allez dire c'est super, mais en fait, il fallait que j'évalue encore une fois. Vous savez, c'est mon travail de faire la sélection pour le développement des collections. Puis dans ce temps-là, ces journées-là, c'est des journées très pleines. Je regarde les nouveautés du mois dernier, toutes les nouveautés du mois dernier. Donc, c'est un gros nombre de livres. Je dois les évaluer selon les critères spécifiques et tout ça. Ça demande vraiment beaucoup de concentration. Puis aujourd'hui, avec l'état dans lequel j'étais, c'était vraiment pas facile. J'ai eu toutes les misères du monde à terminer ma journée, même si j'aime beaucoup faire cette tâche-là, mais je n'étais pas en état de la faire. Et pour me motiver, je suis allée m'acheter des livres sur l'heure du dîner, parce que c'est une librairie, donc j'étais dans la section, voilà. Et je devais, après le travail, trouver un cadeau pour mon neveu, qui a eu 1 an cette semaine. Et bien là, je me suis dit, je vais y retourner après le travail si je suis en état. Je ne l'étais pas vraiment, mais je décidé d'y aller. Puis là, ben, comme j'étais déjà là, je m'en suis repris d'autres. Alors, j'ai fait une orgie. Pas une orgie, là, mais... Voilà! Je vais tout vous montrer ça. Hop là! Bon, ça y est. Je lance mes livres par terre. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est des livres que j'avais mis sur ma comme liste de souhaits. Puis habituellement, cette liste de souhaits-là, c'est une liste que j'essaie de lire les livres avant en numérique ou par la bibliothèque. Puis si je les aime vraiment, je les achète. Sauf certains livres québécois que j'achète directement dans certaines collections parce que c'est pour moi quelque chose... mais souvent, ça va être des collections que la plupart des titres me plaisent puis j'ai envie de soutenir la collection. Donc, je les achète directement. On va commencer avec le premier qui est dans ce cas. Donc, c'est le tout nouveau de la collection Solstice aux éditions Anorak. Donc, c'est le Terre-plein de la destinée. Et c'est de Louis-Carl Picard-Sioui. Voilà. Et ça, c'est spécifique habituellement, c'est... Je sais pas si c'est dans l'univers 2. Mais en tout cas, absolument, c'est des petits récits de moins de 50 pages avec un petit revirement de situation assez particulier. Donc, j'aime vraiment beaucoup ces formats-là. En plus, super abordable. Donc, ici, Louis-Carl Picard-Sioui, c'est un écrivain. Là, je lis la description à l'arrière. Écrivain, poète, performeur, historien, anthropologue et commissaire en art visuel. Donc, il est membre du clan du loup du peuple Wendat et il a grandi à Wendake, donc qui est près de la ville de Québec, et il habite toujours à Wendake. Je vous lis la 4e de couverture. La belle Denise Dionne s'est invitée à souper et Jean-Paul Paul Jean-Pierre, je ne sais pas c'est quoi,
partira à la chasse du meilleur repas à lui cuisiner. J'imagine qu'il y a trop de prénoms dans ce nom-là, mais c'est pas grave. Entre une noix repérée en bordure de l'autoroute et son réveil à l'hôpital avec la belle à ses côtés, il aura traversé le miroir d'Alice et aperçu les signes de sa destinée. Oh non, c'est vraiment son nom. Personnage phare de Kitschike, l'univers créé par Louis-Carl Picard-Sioui, Jean-Paul Paul Jean-Pierre a une façon unique de nous éclairer. Super mystérieux, vraiment hâte. C'est vraiment mise en page assez standard. Donc, celui-là, ça c'est une nouveauté québécoise. En fait, Première Nation québécoise. Et ensuite, j'ai pris 2 opuscules d'une collection encore que je prends presque, ben pas presque systématiquement, ça dépend vraiment des sujets qui sont abordés, mais c'est de la collection Alt. C'est la Martinière qui fait ça, je pense. Je ne me souviens jamais. Il me semble que oui. En plus, je n'ai pris un qui était tout qui rebique. Il me semble que c'est la Martinière. Martinière, voilà. Donc, tout d'abord, tout à fait d'actualité. Peut-on déjouer les fake news de Richard Monvoisin? Donc, petit essai. Les collections Alt, c'est des mini-essais par des gens qui sont potentiellement en lien avec le sujet abordé. Et c'est une accroche. C'est une façon de titiller l'intérêt du lecteur, que ce soit en fournissant des notions de base ou en posant des questions spécifiques qui vont nous faire nous interroger sur une situation en particulier. Donc, fake news. Et l'autre, Comment vivre dans un monde en guerre, donc de Vincent Crozet. 2 nouveautés. Mais ça me semble, fake news, je pense que oui. Comment vivre dans un monde en guerre, je ne sais pas s'il vient de paraître. Je pense qu'il est paru à la fin de l'année passée, mais il me semble qu'il est paru il n'y a pas longtemps. Bref. Voilà. Donc, 2 petits halts pour me garder l'esprit vif et la machine à réflexion bien huilée. Sinon, un autre achat dans une collection. Une collection? Non, un label, en fait, des éditions Leméac, qui est Leméac Jeunesse, que j'aime beaucoup, et surtout d'une autrice que j'adore, dont j'avais lu le premier roman, qui s'appelle, c'est l'autrice Sarah Lalonde. Je m'excuse, vous allez voir, en tout cas, ça va vraiment être à la bonne franquette, hein, c'est assez incroyable, mais j'ai une tête à faire peur, l'éclairage n'est pas beau, et je suis tout effoirée sur le divan, mais c'est pas grave. Donc, Sarah Lalonde, j'avais lu son premier roman qui s'appelle Trash anxieuse. Si jamais vous avez jamais lu ça, ça vaut vraiment la peine. C'est une vision assez particulière de l'anxiété et de l'éco-anxiété. Et cette fois-ci, elle revient avec Morte Rose. Donc, je lis la 4e. Zoé n'a jamais côtoyé la mort, à part celle de Tartine, son cochon d'Inde, lorsqu'elle était petite. Or voilà qu'elle apprend que Rose, sa grand-mère, risque de mourir. S'amorce alors un road trip au cours duquel toutes les deux tentent d'apprivoiser cette réalité. Elles infiltrent des funérailles d'inconnus, prennent des notes, deviennent des hors-la-loi des buffets, inventent le jeu du bail-là. Elles rient, elles pleurent, vivent dans l'urgence. Non, ça continue. Malgré la gravité du sujet, Morte Rose est drôle, jouissif et lumineux. Et si le miracle arc-en-ciel qu'espère Zoé pour ramener Rose à la vie prenait forme dans ses souvenirs? Sarah Lalonde en fait la preuve en construisant une légende familiale inoubliable. Ça a l'air vraiment excellent, puis j'adore la plume de Sarah Lalonde. Je trouve que c'est une plume qui est super authentique, tout en simplicité en même temps, qui est vraiment efficace. Puis qui est jusqu'à maintenant, en tout cas, quand elle parlait d'anxiété, c'est... j'imagine peut-être que c'est une réalité qu'elle connaît elle-même, mais jusqu'à maintenant, c'était une plume qui était très juste. Donc, super hâte de découvrir ça. Donc, nous, voyons. Ça va bien. Donc, une nouveauté aussi, littérature québécoise. Sinon, ces deux-là, je les avais déjà annoncé que j'allais les acheter, mais je me suis rattrapée dans mes Pierre Giorgio Polixi, donc en collection totem, parce que, bon, quand même, les sous. Donc, L'illusion du mal, qui est le tome 3 en termes de chronologie, mais 2 en termes de parution, que j'ai déjà lu, bien entendu. Et Le chant des innocents, que je viens tout juste de découvrir en version audio, qui est un préquel en fait, donc qui est le tome 1 en chronologie narrative, mais qui est le 3e paru. Voilà. Tout bientôt, La 7e lune, qui est le 4e tome de la série et que j'ai pas encore lu, va sortir en collection totem et je vais me l'acheter. Puis je vais attendre pour le 5e, je vais peut-être le lire, c'était là pas
par le biais de la bibliothèque, mais je vais attendre qu'ils sortent en format poche parce que je peux pas me prendre les grands formats quand même. Donc, ça, c'est déjà des livres lus. Et sinon, 2 autres nouveautés étrangères. Celui-là que j'ai vu passer plein de fois, puis je me demandais si j'allais acheter finalement, mais que j'avais trop envie parce que, bon, c'est Clémentine Beauvais. Alors, c'est celui-ci qui est L'Affaire Petit Prince. Donc, Pierre Bayard, détective privé. Et c'est bien détective privé, donc de Clémentine Beauvais. C'est un tome 1 et c'est publié chez Sarbacane. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, d'autres moins. Il y a le questionnement, puis ça, c'est-tu l'achat de bibliothécaire qui. Oui, donc c'est ça, l'achat de bibliothécaire sur Instagram qui l'a lu, puis qu'elle se disait juste c'est excellent, mais j'ai aucune idée à quel public je le destinerai dans une bibliothèque. Donc, ça m'étonne pas un peu, parce que ça m'étonne pas parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va, j'imagine, jouer un peu avec les codes du texte. À la Prospérine virgule au point, mais peut-être pas aussi intense. Là. Mais souvent, c'est des choses comme ça va s'adresser. En tant qu'adulte, on va en profiter, mais est-ce que ça va vraiment attirer un jeune? Je ne le sais pas. Je le découvrirai. Donc, ceci, format relié en plus, bel petit de chez Sarbacane, en fait, un petit extra. Alors, à l'arrière, ça dit « Interdit d'enquête depuis quelques années, Pierre Bayard, célèbre détective, s'ennuie ferme en compagnie de son associé Edith. Jusqu'au jour où ils sont enfin appelés à l'aide pour résoudre une énigme. Mais leur contact disparaît avant même d'avoir pu les rencontrer, ne laissant qu'un indice pointant vers l'un des textes les plus lus de tous les temps, Le Petit Prince. Flanqués de leur ingénieux voisin de 12 ans, Minuit Pile, et de sa meilleure amie, la frondeuse Botcasse, Pierre Bayard et Edith se lancent aussitôt dans l'enquête. Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment le principe de Prospérine virgule point. Et j'imagine, il y a quelqu'un qui s'appelle Botcasse et, Minuit Pile et tout ça. On verra. Donc, très hâte. Clémentine Beauvais, j'aime toujours bien sa plume habituellement. Donc, ça, c'est une nouveauté, mais une nouveauté. Ici au Québec, littérature européenne. Et enfin, j'ai failli pas l'acheter, mais j'étais comme, oh non, je veux l'avoir chez moi. Et enfin, j'ai décidé, j'avais déjà vu passer, puis j'étais comme, oh, mais là, vous ne serez pas surprise. Le tout nouveau de Natacha Henry qui nous a donné Marie et Bronia, que j'avais lu, qui était sur les sœurs Curie, il me semble bien. En tout cas, elle se spécialise dans les romans biographiques pour la jeunesse. Donc, elle a sorti celui-ci, Devenir Agatha Christie. Et donc, c'est publié chez Albin Michel dans la collection Lit. Là, je ne peux pas vraiment passer à côté. J'aurais pu juste le lire à la bibli, mais comme je collectionne pas mal tout ce qui est sur Agatha Christie, c'est sûr que c'est ça. Ça allait pas bien aujourd'hui, je me suis acheté. Alors, je vais vous lire en arrière ce que ça dit, mais c'est sans surprise, ça va sans doute se substituer. Si c'est un roman biographique, j'imagine que ça va aller selon les grandes lignes de ce qui est déjà paru dans l'autobiographie d'Agatha Christie. Donc, allons-y. Dans sa petite ville du sud de l'Angleterre, au début du 20e siècle, la jeune Agatha est une fille de bonne famille, amoureuse et joyeuse. Mais la Première Guerre mondiale vient tout bousculer et très vite, les soldats blessés reviennent du front. Agatha se présente à l'hôpital le plus proche pour y être infirmière, puis préparatrice en pharmacie. Grâce à ce travail, les poisons n'ont bientôt plus de secret pour elle. Alors, quand sa sœur lui lance le pari d'écrire un livre, Agatha met ses connaissances à profit. Ses huis clos redoutables, ses enquêteurs iconiques et ses meurtriers au sang-froid inégalé font d'Agatha Christie la reine du roman policier. C'est cool parce qu'ils vont aborder une période qui est moins souvent détaillée, en tout cas, peut-être dans d'autres biographies. Moi, je me suis fiée plus sur l'autobiographie, qui est la période de la Première Guerre mondiale où elle va travailler, Agatha Christie, dans les hôpitaux. On sait qu'est-ce qu'elle a fait, mais on en apprend moins. Puis, le fameux pari que sa sœur lui aurait dit, pas game d'écrire un roman policier, c'est rapidement évoqué, mais dans l'autobiographie d'Agatha Christie, pour votre information, elle parle presque pas de son écriture. C'était vraiment quelque chose pour elle qu'elle aimait faire, mais c'était plutôt alimentaire comme tâche. Donc, c'est drôle parce que c'est pas. Si vous vous attendez à une biographie littéraire en lisant son autobiographie, c'est vraiment pas ça. C'est plus sur sa vie en tant que femme au début du 20e siècle. C'est super intéressant. Mais bref, c'est juste évoqué. Fait que je trouve ça cool parce qu'ils ont vraiment pris une portion de la vie d'Agatha Christie qui est moins exploitée habituellement. Donc, voilà.
Alors voilà, ça complète le méga segment que je viens de faire là, qui est comme déjà le tiers du vlog finalement. Et un gros bocal, et voilà. Pourquoi pas? Faut bien se faire plaisir dans la vie. Alors, je vous reviens dès que je peux. Puis, ben, allez, on se poursuit ça, ce tout nouveau vlog-là. Coucou vous autres. Alors, on est samedi PM. Je reviens du boulot et j'ai terminé le Karen Pond. J'ai vraiment adoré ça. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré ça. Puis, en effet, j'ai lu Karen Pond. J'ai lu la romance de Noël de Karen Pond l'année passée, qui était la romance point de vue adulte, point de vue ado. J'avais juste lu le point de vue adulte. Puis, j'avais beaucoup aimé sa plume. Comme je vous disais, l'humour de sa plume. Puis, c'est vraiment ça qui m'a encore une fois séduite dans cette proposition-là, qui est Recherche Lily désespérément. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que on prend pas le lecteur pour quelqu'un de qui réfléchit pas, mais en même temps, on le force pas nécessairement à se casser la tête. On lui enfonce pas non plus des grandes leçons de vie et de croissance personnelle à travers la gorge. On les évoque, puis on comprend, finalement. Il n'y a pas non plus de changements radicaux, magiques, de tempérament. C'est-à-dire que oui, éventuellement, ça reste quand même un roman feel-good avec une belle grosse pincée de romance et des petits moments qui sont un peu épicés, sensuels ou épicés. Mais globalement, ce que ça fait, c'est que on rit, on est joyeux, on trouve le personnage principal à la fois attachante et un peu insupportable par moments, parce que dans le fond, elle est prise dans une espèce de perception de la vie qui, qui, qui l'empêche en fait d'aller plus loin. Puis elle réalise pas en fait à quel point c'est ironique, puis ça va y prendre une certaine réalisation pour le faire, mais plutôt que de partir, comme dans souvent les romans feel good, plutôt que de partir du moment où elle a un choc et une réalisation. Ça dit c'est pas vrai. On part quand même du moment où elle a un choc puis une réalisation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la fameuse mort de cette actrice-là et qu'il y a des gros changements dans son bureau et puis qu'elle décide de partir sur un coup de tête, oui, techniquement, il y a un choc. Mais ce qui est différent des autres romans feel good puis que je trouve vraiment sympathique, c'est que son changement ne va pas se faire du jour au lendemain. Oui, techniquement, il va y avoir un changement, mais finalement, ça va se passer en termes de mois et non pas en termes de jours. On va avoir l'impression, pendant qu'on est dans le gros de l'histoire, que ça va se passer en termes de jours, parce que en campagne, elle va rencontrer des gens qui sont inspirants, qui vont la faire voir un peu les choses différemment, mais en même temps, elle demeure complètement fidèle à elle-même, complètement emprisonnée dans, d'ailleurs, il y a un petit axe là-dessus qui est intéressant, emprisonnée dans la perception qu'elle croit que les autres doivent avoir d'elle et le fait qu'elle est influencée, en général, elle se laisse influencer pour la consommation. Puis dans le fond, c'est le fait qu'elle sait tellement plus où se situer, où s'ancrer, qu'elle décide de se laisser porter par ces moments d'influence-là qui sont sur les réseaux sociaux pour dire, ben, il faudrait que j'achète telle chose. Elle ne se demande même pas si ça tente, si elle a besoin, si c'est quelque chose qui lui plaît, c'est ce qu'elle fait. Puis ça, elle va rester comme ça pendant tout le long, même si dans l'endroit où est-ce qu'elle est en campagne, elle n'a pas d'accès au réseau. Évidemment qu'elle ne pourra pas aller consommer beaucoup, puis bien sûr que ça va faire partie potentiellement d'un mécanisme qui va lui permettre de sortir de là, mais ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est qu'elle reste entière, puis que oui, il y a des changements qu'ils vont faire, mais c'est des changements qui vont lui ressembler encore. Ce que j'avais plus souvent vu dans les romans feel good, c'est un gros choc au départ, un grand changement de vie drastique, et puis là, hyper rapidement, un changement de perception de la vie, un changement de réaction par rapport à tout ça, puis qui se fait très, très, très vite. Bien sûr que c'est un livre, bien sûr qu'on veut que ça se passe, mais pour moi, ça manquait un peu de crédibilité. Là, c'est sûr que c'est pas 100% crédible. On est dans un roman feel-good, dans un roman où les choses finissent par se passer pas mal dans l'angle où on souhaiterait que ça se passe, mais en même temps, il y a des choses qui sont des choses qu'on doit laisser derrière, puis comme dans la vie. Donc, il y a quand même des parties de ça qui ne sont pas nécessairement à la Hollywood, mais en même temps, les choses qu'on aimerait qu'il se passe vont se passer, mais pas exactement comme on avait pensé qu'elle allait se passer. C'est clair, ma phrase. Excusez ce que je fais ici, mais vous ne le voyez pas. C'est mon chat qui est venu se coucher sur moi.
Puis quand elle se couchait sur moi puis qu'elle est trop bien, elle bave. Puis là, elle m'a tellement bavé sur le bras que je dégoûtais partout. Donc, je suis désolée pour ce moment de confidence animalière. Mais c'est pour ça que vous me voyez un peu penchée à faire des trucs un peu bizarres. Mais c'est mon chat qui est là. Donc, voilà. Fini, fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça, que les choses se passent, mais pas nécessairement comme on aurait pu supposer que, techniquement, à la Hollywood, ça allait se passer. Puis, des gens vont se rencontrer, des gens vont... il va y avoir des rencontres inopinées, des rencontres improbables, des étincelles de complicité qui, oui, font un peu partie de la convention du feel good, qu'on se dit, ah ben oui, c'est vrai, ils se sont rencontrés puis ça se passe bien. Mais ce que j'aime, c'est comme je vous dis, c'est que les personnalités de chacun de ces personnages-là vont pas changer globalement. Ils vont rester eux-mêmes, puis c'est plutôt que ils vont comprendre de quelle façon faire en sorte de continuer à évoluer ensemble, puis à faire un bout de chemin de vie ensemble. Puis là, je ne parle pas nécessairement juste au niveau de l'amour, tout en restant eux-mêmes. Puis c'est ça que j'ai trouvé cool. Puis oui, techniquement, ça, c'est un beau passage de croissance personnelle, mais la façon que c'est écrit, je trouve ça super sympathique. Donc, écoutez, je ne sais pas si je ne suis pas nécessairement une inconditionnelle de Karen Ponte. Ses livres plus... ses premiers romans m'inspirent un peu moins. Mais en tout cas, la dernière romance de Noël qu'elle a faite, qui était une proposition littéraire intéressante avec 2 points de vue différents, je l'ai beaucoup aimé. Tout en étant... J'avais une attente de roman feel good, donc j'avais pas une attente d'autre chose. Mais pour moi, ça apporte plus quand même qu'un roman feel good. Oui, ben, disons que le personnage principal et les 2-3 personnages secondaires sont un petit peu plus développés, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tant approfondis, comparé par exemple à un roman de littérature contemporaine où on approfondit vraiment la psychologie des personnages. Là, et bien entendu qu'on prend quelques caractéristiques principales qui nous font évoluer un peu dans le petit bout de vie qu'on nous transmet. Mais non plus, c'est pas nécessairement des archétypes. En fait, le personnage principal elle-même, quand on la rencontre pour la première fois, Lily, ça nous apparaît comme un archétype. Mais le plus ça va, plus on se rend compte que c'est comme si elle est devenue un archétype, mais elle s'en rend pas compte. Mais on sent qu'elle n'est pas un archétype elle-même. C'est juste que elle s'est comme mis un masque parce qu'elle savait plus trop à qui elle ressemblait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, évidemment, qu'elle va rencontrer des gens qui sont tous sur des archétypes, puis qui sont tous sauf superficiels. Puis elle, on sent qu'elle n'est pas superficielle, mais elle a l'air de l'extérieur superficiel. Fait que ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, les personnages, le choix des types de personnages qui sont là, le rythme est super bon. Il y a assez d'actions qui vont se passer avec du commentaire en live, donc de l'autodérision en continu dans la narration, parce que la narration est faite par Lily, puis Lily est complètement drôle et hilarante. C'est vraiment de l'autodérision en continu. Elle va passer des commentaires sur elle-même, sur des situations. Elle va s'emporter sur des choses, puis des fois, on dit, ben oui, mais calme-toi. En même temps, on trouve ça drôle parce que c'est totalement elle-même. Pourquoi on trouve ça drôle? Parce que ça fonctionne, parce que ce personnage-là, en effet, réagirait comme ça. Puis il n'y a pas comme de Deus Ex Machina qui arrive pour faire changer soudainement Lily de tempérament ou des gens qui rencontrent de tempérament, comme je vous disais, là, je me répète, mais c'est vraiment ça qui m'a séduite. Puis l'histoire en tant que telle est sympathique. Oui, c'est un côté genre retraite spirituelle, puis éveil et tout ça, mais finalement, c'est quelque chose qui devait être potentiellement une formule clé en main, puis qui est tout sauf clé en main, puis qui, bien entendu, comme on le sait tous, va finalement relever de l'effort que Lily va finir par mettre, mais à moyen terme, là, pas nécessairement dans les premiers jours, pour que les choses lui ressemblent plus. Pas pour que les choses changent radicalement, pas pour qu'elle jette tout aux ordures, même si elle met beaucoup de choses de côté au bout du compte, finalement, en regard de la démarche qu'elle fait, mais plutôt parce que ça va lui ressembler plus. Puis ce qu'elle va choisir va lui ressembler plus que ce qu'on aurait pu lui plaquer si ça avait été un roman feel good, comme des fois il y en a. Quelqu'un qui va, tu sais, il y en a beaucoup, en tout cas, c'est ça, c'est une tendance particulièrement dans ce qu'on a beaucoup dans la littérature japonaise qui est mis de l'avant, par exemple, les éditions Nami. La nouvelle collection, c'est chez Hauteville, je pense. Puis c'est un courant littéraire, là, donc c'est correct, je n'ai pas rien contre ça. Mais c'est toujours un peu la même formule. Quelqu'un vit un grand choc, un deuil, laisse tout derrière elle, va se ramasser dans une situation où elle est, disons, elle hérite ou elle s'occupe de une boutique, un restaurant, une librairie, puis là, finalement, elle n'a jamais
était capable de s'occuper de ça. Et là, du jour au lendemain, il va finir par devenir non seulement capable, mais vraiment attaché à ça et tout. Bon. Et ça, c'est un peu la formule où on force quelqu'un dans un moule, puis elle finit par s'adapter à ce moule-là en disant, ben oui, dans le fond, c'est vrai, ce moule-là, ça me va bien. Alors que dans celui-là, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est Lily qui s'auto-force dans un moule en disant, ça doit être ça dont j'ai besoin finalement, je vais aller me mettre dans un moule, je vais faire partie de ces héroïnes-là qui changent de vie radicalement, je vais faire un manche-prière, même si c'était pas exactement ça, comme Elizabeth Gilbert. Mais au bout du compte, elle se rend compte que finalement, ça marche pas quand elle se met dans un moule comme ça, puis qu'il faut qu'elle se crée son propre moule. Puis oui, comme je vous dis, ça a l'air évident, mais c'est rarement, je trouve, exploité. Cela dit, toutes les conventions du roman Feel Good sont respectées. Donc, en tout cas, je parle depuis vraiment longtemps, mais je suis vraiment enthousiaste par rapport à ce roman-là. Vraiment, vraiment enthousiaste. Et ça me surprend parce que, comme je vous dis, habituellement, c'est moins des choses. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de productions de romans feel good, puis j'ai moins souvent rencontré des romans feel good qui vont me proposer des choses qui me plaisent à travers l'espèce de structure typique du roman feel good. Puis bien, dans le fond, je me rends compte que c'est tout ce qui est on se prend pas au sérieux, autodécision. Mais quand je ne prends pas au sérieux, comme je vous dis, c'est que la démarche du personnage est sérieuse. C'est juste qu'il y a comme un petit auto-commentaire. Fait que c'est le fun, parce que c'est comme si elle nous met les mots dans la bouche, comme si nous, comme je vous disais, comme si elle témoignait tout haut de ce que nous, on pourrait se dire tout bas par rapport au personnage. Fait que c'est une stratégie qui fonctionne vraiment bien. Puis pour moi, ça. Fait que peut-être que, je sais pas, peut-être que pour les prochains 40 pounds, je vais m'essayer dépendant des résumés puis dépendant des retours. Mais en tout cas, je remercie encore une fois Laura The Readings de l'avoir mis sur ma route comme par hasard parce que c'est clair que oui, je l'ai vu passer qu'il y avait un nouveau 40 pounds. En fait, il n'est pas encore arrivé ici au Québec, mais éventuellement, il va être là tout bientôt. Mais c'est sûr que je ne l'aurais pas mis dans ma liste prioritaire de lecture à faire. Donc, grâce à Laura's Readings, il est maintenant lu. Je suis vraiment très satisfaite. Puis je vais potentiellement le recommander à des gens. Des gens qui, même potentiellement, n'ont pas nécessairement envie de relire un roman feel good. Je trouve que c'est plus comme. C'est vraiment un bon moment de lecture. Puis je pense que ça va me rester. Puis oui, ça va me rester. Je pense même que s'il sort en format poche, parce que c'est là, en ce moment, il est en grand format, puis j'irai peut-être pas jusqu'à me l'acheter en grand format. Mais si je tombe dessus en format poche, peut-être même qu'il va rester chez moi pour que je le lise un peu quand il y a des jours gris. Alors voilà, maintenant, je suis encore rendue au point où, ben, je sais pas quoi lire, n'est-ce pas? Donc, je vais voir. Je suis encore dans la même dynamique que le début du vlog puis le vlog passé, donc ma santé est un peu en entre-deux. Donc, je vais lire ce que je peux lire ou ce que j'ai envie de lire au gré de ce que mon corps va me permettre de faire. Puis avant de partir, je vais quand même... Ah non, je peux pas vous la montrer. Ah! Je vais vous montrer mon chat. Regarde, voyez? Ah. La voyez, n'est-ce pas? Elle veut pas que je la prenne. C'est la preuve que j'étais pas louche comme ça. Aïe aïe, elle est morte. Donc, je vais clore ça ici avant que je finisse par me faire dévorer mon bras. Puis on se dit à bientôt! Hey, bonjour. Alors, on se retrouve dimanche fin d'après-midi. Et finalement, je suis allée me promener. Il y avait une bibliovente au profit de la Société d'histoire d'une municipalité qui n'est pas loin de chez moi. Fait que là, j'ai pas vraiment le choix d'y aller. Mais bon, comme c'était les 2 journées, puis c'était samedi-dimanche, puis là, dimanche, à partir de 1h, c'est sûr qu'il y avait moins de choses. Mais j'ai quand même trouvé quelques petits trucs. Je vais vous en parler rapidement parce que je veux pas que ça prenne tout le temps du vlog. Mais j'ai trouvé tout d'abord 2 petites poches. Donc, un fameux Lemiac Jeunesse de Cécile Gagnon. Henri et moi. Et ça, c'est un récit qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un gars du Lac-Saint-Jean qui va avoir à dire au revoir à son meilleur ami dans les tranchées. Petit opuscule, j'aime toujours voir qu'est-ce que ça donne. Un Mathias Malzieu. Donc,
métaphore, bon, j'ai la lumière d'appoint. Métaphore en bord de ciel de Mathias Malzieu. Donc voilà, ça, je n'ai même pas lu qu'est-ce que c'était, mais Mathias Malzieu. Sinon, j'ai trouvé un recueil de nouvelles de Louis-Simon Montgomery que j'avais jamais vu. En tout cas, le titre, ça ne me dit rien du tout. En même temps, c'est des nouvelles, fait que potentiellement, c'est peut-être des histoires que j'ai déjà lues dans d'autres recueils, mais c'est Around the Heart, Tales of Home and Family. Donc, un recueil de Louis-Simon Montgomery. Donc, je ne sais pas combien il y a de nouvelles dedans. Je dirais à vue de nez une quinzaine environ. Donc, voilà. Et enfin, un classique que, là, je l'ai pris, il était parfait, sauf une petite tache sur le côté, mais je vais essayer d'arranger ça. Ça fait super longtemps que je veux lire un de cet auteur-là, puis je me suis toujours demandé si je le lisais, puis il y avait toujours eu des bonnes critiques de celui-là, mais ça fait longtemps, c'est pas récent. Et c'est The Sister Brothers, donc de Patrick Dewitt. Si peut juste faire mon focus. Voilà. Donc là, il me semble que c'est une espèce de western un peu singulier, avec un peu d'humour aussi. Donc voilà. Donc c'était ma récolte du jour pour en usager au bénéfice d'un organisme et qui m'a fait un total de gros 6 $. Donc voilà. Sinon, j'ai finalement fini. Je me suis décidée finalement pour une nouvelle lecture. C'est un livre qui, ça fait longtemps que je vois sur mon application de livres numériques et audio de mes bibliothèques en anglais. Puis je l'avais même acheté en fait en papier, puis je me suis dit que ça avait l'air intriguant. Puis ça fait longtemps que je le vois, je me dis toujours que je veux le lire, puis finalement, je le fais jamais. Puis là, après, mon espèce de romance, mais bien écrite avec un petit autodérision, je me suis dit, ce serait le fun si je restais un peu là-dedans, mais j'avais pas envie d'être nécessairement dans un feel-good. J'avais peur de tomber mal après celui que j'avais lu qui était super bon. Donc, j'ai décidé que mon fil de conducteur de mon vlog cette semaine, ça serait un genre spécifique, mais avec de l'humour en plus. Donc c'est souvent un genre dans lequel il n'y a pas nécessairement de l'humour, mais là, il y en aurait potentiellement. Et je me suis lancée donc dans le polar spatial. Polar spatial Cozy Mystery. Donc, Cozy Mystery spatial, c'est donc Station Eternity de je ne sais pas comment on dit son nom, Lafferty. C'est un premier tome et ça avait l'air vraiment, vraiment drôle. La prémisse est vraiment intéressante. Donc, on va retrouver Mallory Viridian, qui est une humaine, puis ça se passe plus. Dans le fond, sa vie a commencé un petit peu plus tard que maintenant, mettons 2000, je sais pas trop, 20 peut-être, ou 30. Et elle, en fait, ce qu'elle va réaliser, c'est qu'à chaque fois qu'elle a, dans des moments où il y a plusieurs personnes en même temps, il y a toujours un meurtre qui se passe. Puis c'est toujours des gens qui sont dans son entourage, mais pas nécessairement qu'elle connaît, mais il y a toujours un meurtre qui se passe. C'est pas elle qui est la coupable, mais elle sait qui l'a fait. Elle sait pas qui va être tué. Mais quand ça arrive après ça, elle a vraiment un esprit super vif, puis elle est vraiment bonne pour résoudre les meurtres. Mais en même temps, c'est pas comme une situation où c'est que tu es super à l'aise. Ça va se passer plein de fois, puis les gens la croient jamais. Ils pensent toujours qu'elle invente ça et tout. Puis en fin de compte, au bout du compte, soit qu'ils se distancent d'elle parce que c'est un peu bizarre comme situation, ou elle est suspectée du meurtre parce que, c'est drôle, elle savait qu'elle allait avoir un meurtre. Bon. Et finalement, ça va faire en sorte qu'elle a une vie vraiment instable. Elle va changer, elle va pas nécessairement terminer ses études, elle va changer de travail, elle va être en lien avec potentiellement l'équivalent du FBI et tout ça. À un moment donné, elle va en avoir marre quand même qu'à chaque fois qu'elle essaie de socialiser ou de sortir, il y a quelque chose qui va se passer. Elle est rendue qu'elle est enfermée chez elle. Et elle va avoir l'opportunité d'aller habiter sur une station spatiale qui est Station Eternity, sur laquelle il y a juste des extraterrestres, peut-être un ou deux humains, mais dans le fond, elle se dit, là, peut-être que ça va être moins dangereux pour les autres si j'y vais. Donc, elle va y aller. Malheureusement, après un certain temps sur le vaisseau, où il y a un ambassadeur humain qui a l'air absolument insufferable, elle va apprendre que la station, dans le fond d'extraterrestre, permet finalement l'arrivée d'humains, comme de touristes humains. Puis là, elle est comme, oh non, tu me niaises, elle est allée super loin pour justement que ça empêche cette espèce de phénomène-là qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle constate bien qui se réalise à chaque fois qu'elle est là et qu'il y a du monde autour. Mais là, elle sait que ça va potentiellement arriver parce qu'il y a d'autres humains qui vont arriver. Puis elle ne sait plus trop quoi faire. Puis elle essaie de plaider un peu en sa cause, mais les gens sont juste, non, mais c'est l'évolution. Puis les humains ont le droit d'aller là. Puis c'est leur évolution de tourisme spatial et tout.
Donc, ça va être tout ça. Puis, bien évidemment, quand les humains vont arriver, ben sans surprise, il va commencer à avoir des morts. Puis là, c'est elle qui peut être un petit peu pris pour enquêter, slash être un peu suspectée. Puis c'est comparé à une espèce de huis clos spatial. Jusqu'à maintenant, j'aime bien. La film est intéressante. Il y a de l'humour. La seule chose que je dirais, c'est que jusqu'à maintenant, le rythme est très lent. Donc, ça me fait penser à un Becky Chambers qui raconte Olivia Waite, que j'avais lu, qui était aussi un meurtre, une enquête dans l'espace. Mais, dans le fond, un Becky Chambers, parce que c'est un rythme un peu contemplatif, mais avec l'espèce d'humour potentiellement qu'il y a dans Olivia Waite. Puis même dans Becky Chambers quand même aussi. Mais le rythme est lent, comme là, c'est vraiment long avant de s'installer. Puis il y a plusieurs retours dans le passé et tout ça. Fait qu'on dirait que je suis juste comme... Bon, ok, je dis ça comme ça, là, je suis rendue à la page 55 sur 450 pages. C'est quand même un bon roman, finalement. Mais c'est encore... Les humains sont pas encore arrivés sur la station. Elle a beaucoup comme d'introspection et tout. Fait que c'est pas que j'aime pas ça, mais on dirait que j'ai de la misère jusqu'à maintenant à me sentir interpellée. Mais je me dis que sans doute que dès que ça va commencer à bouger un peu, j'aime quand même bien les personnages, j'aime bien la personnage principale, un personnage secondaire qu'on a l'impression qu'il va être central aussi, qui évidemment il semble avoir quand même une petite dose de. Peut-être avoir une petite dose d'élan du cœur là-dedans. En espérant que ça prenne pas toute la place. Mais j'aime bien. C'est quand même une ambiance un peu à la Becky Chambers, mais pas nécessairement avec autant d'agilité et de justesse dans la plume. Mais jusqu'à maintenant, c'est bien écrit. J'aime beaucoup. J'aime le ton. Je l'écoute en anglais. Je pense que ça a été écrit... c'est ça s'appelle Station Eternity de Mid-Solar Murders. Un peu comme Midsummer Murders, mais Mid-Solar, donc dans la galaxie, dans le système solaire. Et Eremat, ça c'est non, c'est traduit. C'est-tu traduit? Je pense pas. Non. Donc c'est ça, c'est écrit en anglais en premier, donc c'est ça. Je le lis en version originale. Aucune idée si ça a été traduit. Si ça a été traduit, vous allez voir une vignette apparaître. Sinon, c'est que ça n'a pas été traduit. Voilà, donc c'est ma lecture audio, ma lecture papier potentiellement, ma lecture numérique des prochains jours. Alors, je vous reviens dès que j'ai d'autres choses à vous dire. À tantôt! Je vais globalement voilà, aller chez mes parents, gérer deux, trois petites choses et surtout en fait je serai très occupée. Donc assez compliqué pour moi de vous clôturer ce vlog dimanche comme Et ça. coucou! Alors, on se retrouve rapidement. On est lundi et je m'apprête à faire un petit read with me avec Margot Liseuse. Et je vais continuer, sans surprise, mon fameux Station Eternity de Muir Lafferty. Et ben, écoutez, c'est très bon, mais je pense que la seule chose qui potentiellement avait de l'humour en tant que tel ou un peu d'ironie, c'est la prémisse en tant que tel. Donc, quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle est, comme je vous disais, comme je vous expliquais, avec d'autres mondes, qu'il y a un meurtre qui va se passer, puis qu'elle pressent un peu à l'avance ce qui va s'en passer, même si elle n'a aucune donnée par rapport à ce meurtre-là, elle ne sait pas c'est qui, elle ne sait pas comment. Mais une fois que ça s'est passé, elle sait potentiellement comment décoder super rapidement les indices, puis vraiment arriver à résoudre ça. Donc, je pensais que dans les dialogues, elle allait avoir un petit peu plus d'humour, mais là, finalement, on est vraiment dans quelque chose de... On est vraiment dans une enquête interstellaire, là. C'est assez particulier. On est dans une même... je dirais que c'est comme plus un thriller politico-spatial. Donc, c'est très bon. Le rythme est quand même toujours aussi lent, par contre. Donc, il faut quand même que je me motive à y retourner. Pas parce que c'est ennuyant ou c'est mal écrit, mais juste que dans le fond, la mise en place est super lente. À chaque fois qu'on passe une étape, c'est vraiment par bribes que ça fonctionne. Puis il y a énormément de remise en perspective, dans une remise en perspective, dans une remise en perspective. Donc, comme c'est un petit peu emboîté comme ça, ben c'est sûr que ça fait en sorte que ça s'étire un peu. Mais il y a quand même beaucoup d'actions qui se passent, cela dit. Et là, dans le fond, voyez-vous, je suis pas sûre que je pense pas que j'ai mis ça à la bonne place. Mais je sais pas où je suis rendue. Je suis rendue, il y a un développement qui s'est fait concernant... ouais, je peux pas vous en parler, ça va vous divulgacher.
Ouais, je sais pas. Quelque chose comme... Je pense que je suis rendue presque à la moitié. Là, je l'ai pas mis à la bonne place, là. Mais en tout cas, mettons à peu près comme ça. Puis là, il commence vraiment à avoir une enquête en tant que telle qui va être menée pour la première fois officiellement par la fameuse Mallory. Et j'ai regardé, puis c'est pas une série. Fait que finalement, depuis le début, tout ce que je vous dis, c'est que c'est pas exactement ça. Mais c'est ce que j'avais comme perception. Puis les blurbs qui ont été mis en arrière, ça porte à confusion. Donc, voilà. Mais je suis contente d'être plongée dedans. Donc, je continue ma lecture de ça en livre audio. Et je suis allée me promener un petit peu tantôt. Puis, je suis tombée dans un croque-livre et j'ai trouvé celui-ci. Donc, Never Home de Lord Hunt, qui est un auteur américain. Absolument, je ne prends pas les traductions, mais en tout cas, c'est pas grave, ça me tentait quand même. Et j'ai vu la 4e de couverture. Dans la ferme de l'Indiana qui l'a vu grandir, Constance jouit d'un bonheur tranquille auprès de son compagnon. Mais lorsque la guerre de sécession éclate et que Bartholomew est appelé à rejoindre les rangs de l'Union, c'est elle qui, travestie en homme, prend sans hésitation la place de cet époux à la santé fragile. Ayant perdu la trace de son régiment après une bataille féroce où elle a été blessée, Constance quitte son uniforme et reprend le chemin de la ferme à travers des paysages dévastés, guidée par l'amour infini qu'elle porte à son bien-aimé, mais hantée par la violence de son expérience. Ça a l'air très dur, je ne sais pas si je suis capable de le lire, mais ça m'intriguait. Je vais voir si je suis capable de le lire en traduction. Ça a l'air d'être des chapitres très courts. Donc, je ne sais pas si je suis capable de le lire en traduction ou si je me lance puis finalement je lis en original, mais bref. Bon, c'était un Babel offert, mais c'est pas grave, là, il est tout neuf, donc je l'ai attrapé au passage. Alors, ben voilà, je vous dis à bientôt. Je me lance bientôt dans mon petit Read With Me, puis je continue ma journée de congé tranquillou. À bientôt! Hey, bonjour vous autres! Alors, on se retrouve, on est mercredi le 4 juin, fin de journée. Et j'ai terminé hier soir tard, mais j'ai juste pas eu le temps de prendre aujourd'hui, le fameux Station Eternity de Muir Lafferty. Muir Lafferty, j'ai toujours pas vérifié. Et ma foi, c'était vraiment prenant. OK, c'était vraiment pas le mélange de genres que je pensais, de genre littéraire. Donc, il y a pas d'humour là-dedans. Ben, il y a des petites touches humoristiques, là, mais c'est pas vraiment la caractéristique particulière de ce roman-là. C'est plutôt un mélange de genres littéraires. En fait, c'est à la frontière du thriller politique et de l'enquête spatiale. Donc, c'est un thriller politico-spatial. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ça n'a pas été une lecture facile. C'était une lecture agréable. Ça a été une lecture qui demandait beaucoup de concentration parce que c'est super dense. Puis là, c'est pas nécessairement négatif, mais la construction, en fait, du contexte est assez importante. Donc, en fait, tout ce qui est mis en place pour nous faire comprendre à la fois le contexte sur Terre, le contexte plus science-fiction, mais aussi plus particulièrement qu'est-ce qui se passe à Station Eternity, comment ça fonctionne, c'est qui les extraterrestres qui sont impliqués là-dedans, c'est quoi leur sorte, leur race, entre guillemets, d'extraterrestres. C'est quoi leurs caractéristiques chacun. Donc ça faisait un peu penser à Becky Chambers, comme je vous disais, mais donc ça, c'est sûr que c'est assez lent, cette partie-là, puis elle veut quand même se maintenir tout au long du roman parce que on a tout au long du roman l'opportunité d'en apprendre plus sur qui sont ces espèces-là, puis c'est quoi leurs caractéristiques, puis comment ça va pouvoir influer sur l'action. Et ça, c'est une partie qui caractérise. C'est un rythme qui est assez... C'est divisé en 3 parties. La première partie, c'est vraiment un rythme de mise en place. Un rythme contemplatif, un rythme, comme je vous disais, qui faisait un peu penser au côté un peu de tranche de vie spatiale de la série, je pense que c'est
Wayfarer de Becky Chambers, parce que ça se passe dans l'espace. Donc, il faut quand même s'atteler parce que c'est un rythme lent. C'est une mise en place. On nous donne énormément d'informations, mais en même temps, on n'a pas tant de péripéties pour dynamiser tout ça. Puis c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est juste, il faut se concentrer en continu. Fait que cette partie-là, à partir de la partie 2, il commence à se passer des choses. Puis la partie 3, le rythme devient rapide. Donc, je dirais qu'on a 3 types de rythme dans tout ce roman-là. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a énormément de va-et-vient dans le passé des personnages. Pas nécessairement dans le passé lointain, mais disons qu'on remonte un peu pour justement comprendre la chronologie des événements. Donc, on joue beaucoup avec ça. Puis, ces retours-là se font pas juste au nom d'un narrateur en tant que tel, mais donc, on va avoir des parties qui vont concerner certains personnages, des retours qui vont concerner d'autres. Donc, il faut vraiment s'accrocher, savoir qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça peut avoir un lien. C'est sûr que c'est bâti, l'intrigue en tant que telle qui est au cœur de tout ça, parce que c'est comme, on a le contexte, on a le rythme qui est proposé, on a tout ce qui est typiquement science-fiction, mais en fait, c'est conçu comme un thriller politique. Ouais, sociopolitique le plus, c'est pas tant d'être des élus, mais des dynamiques sociales et tout ça, puis tout le côté aussi de la soif de l'humain d'aller vers l'espace et tout ça, puis la rencontre du troisième type et tout. Donc, ces considérations-là, c'est peut-être plus un thriller scientifique, peut-être plus. Pas science-fiction, mais scientifique, qui croise avec un roman de science-fiction qui est un peu un space mystery. D'ailleurs, ça s'appelle le Midsolar Murders, donc c'est ça la jonction, mais bref, c'est construit comme un thriller, donc tricoté super finement avec plein d'entourloupes, de points cachés qu'on n'a pas nécessairement compris, mais qui fait une broderie finale, puis que c'est juste jusqu'à la fin qu'on finit par comprendre. Il y a même 2 parties à l'épilogue qui fait en sorte qu'on va vraiment tout remettre en place. Donc, c'est vraiment construit comme un thriller. Fait que j'ai été particulièrement surprise, agréablement surprise, mais surprise parce que comme ce que j'avais lu, d'ailleurs, les invitations à la lecture qui sont mises sur le livre sont un petit peu, pas mensongères, mais comme ça donne l'impression que c'est plus léger, en anglais witty habituellement, c'est comme avec une verve intéressante et tout. Il y en a, mais c'est pas la caractéristique principale de ce livre-là, donc c'est pas léger du tout, en fait. C'est de la bonne grosse science-fiction, avec beaucoup de questionnements, avec une pléthore de personnages qui sont en lien avec potentiellement l'évolution de l'homme à partir de maintenant. Donc, évidemment, si on commence à explorer les planètes et tout, les considérations éthiques qu'il va y avoir, tout ça sur fond de thriller parce qu'en effet, il y a une réalité en particulier qui se passe par rapport au personnage principal qui a l'impression qu'à chaque fois qu'elle est là, il y a des meurtres qui se passent. C'est pas juste une impression, il y a des meurtres qui se passent, c'est pas elle qui les commet. Et donc, il y a ça, il y a sa capacité presque proche du génie pour résoudre les mystères et le fait qu'ils sont confrontés, on est dans un huis clos interstellaire où il va arriver un incident et éventuellement tout va chambouler. Puis là, il faut qu'ils trouvent une solution à la situation sur fond de sont dans l'espace, il peut y avoir des avaries, sont sur une station spatiale, donc ils n'ont pas tant de latitude. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec la station spatiale, c'est la survie de tout le monde qui est en jeu. Et on parle ici de technologies qui ont une conscience. Donc, même la station spatiale a une conscience. Donc, c'est pas juste une intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, tous ces concepts-là, c'était super intéressant. Mais disons que je proposerais peut-être pas ça à ceux qui s'attendent à un cozy mystery ou à ceux qui n'ont jamais lu de science-fiction, particulièrement de tout ce qui est science-fiction de type, il y a un nom pour ça que je l'ai oublié, mais qui est en lien avec les robots, avec les nouvelles technologies. Le côté qui se passe dans l'espace, c'est vraiment pas un space opéra. Là. Ils ne vont pas à la conquête de quelque chose, ils ne vont pas à la guerre de quelque chose. C'est juste que ça se passe dans une station spatiale, donc ça crée un huis clos. Là. Mais c'est vraiment plus le côté, justement, science-fiction robot qui va être là. Pas parce qu'il y a des robots, mais vous comprenez. Bon. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. C'est pas un coup de cœur, mais je suis assez intriguée. Puis finalement, en effet, il va en avoir d'autres parce que, en fait, ça se termine, puis je sais pas trop comment ça peut évoluer, mais j'imagine que oui. Je sais, à mon avis, c'est un tome complet en soi, vraiment.
Fait que je me demande si les autres tomes, ça va pas un peu étirer la sauce. Mais je suis quand même curieuse de voir peut-être lire le deuxième éventuellement. Malheureusement, j'ai pas trouvé en tout cas de traduction en français. Si jamais vous en avez vu éventuellement, vous me direz, mais je n'ai pas trouvé. Allez, il y a d'autres choses qui ont été traduites de cette autrice ou auteur, je me souviens plus, là. Mais pas cette série-là de Station Eternity. Donc, complètement surprise. Je m'attendais zéro à ça, mais je suis comme contente. C'est un livre que j'avais à la maison que je voulais lire. Je l'ai écouté en audio. En fait, au complet. Je pensais que j'allais lire des parties en papier. J'en ai lu un peu, mais pas tant que ça. Je l'ai finalement écouté en audio, puis c'était correct. Peut-être que ça contribue au fait que pour moi, j'étais encore plus consciente de la densité de l'univers puis de la proposition qui a été faite, parce que c'est sûr qu'à l'audio, il faut être toujours en plus en hyper-vigilance. Puis là, parce qu'il faut être sûr de bien tout suivre, mais quand c'est des choses comme ça qui sont vraiment un peu tentaculaires au niveau de la construction de l'intrigue, un peu comme du high fantasy, mettons, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'attention. Mais c'est excellent. C'est juste, faut que vous soyez en forme pour lire ça. Donc, j'ai terminé ça. Puis je vais voir, mais je vais peut-être proposer une troisième lecture pour ce vlog-ci. Je me disais au début que j'allais peut-être faire un vlog avec des lectures qui impliquent de l'humour, mais là, comme finalement, c'est pas ça que j'ai eu, c'est plutôt des lectures qui impliquent un hybride de genre littéraire. Ça, je trouve ça intéressant. Puis j'ai peut-être un petit opuscule à lire, un tout nouveau, là, le fameux Louis-Carl Picard-Sioui, donc dans la collection Solstice chez Anne Honorac, que j'avais présenté dans un book haul récent, je crois. Peut-être je vais le lire parce que je pense que c'est encore à la jonction de deux genres, ça aussi. C'est un court ici, donc je vais peut-être me lancer là-dedans. Puis je voulais le faire parce qu'en fait, au Québec, au Canada, mais en fait, au Québec, il y a une initiative qui a été prise pendant le mois national de l'histoire autochtone, pardon. Et donc, il y a une initiative qui s'appelle En juin, je lis autochtone, donc qui est une initiative québécoise. Et bien, pendant tout le mois de juin, dans le fond, on est invité à lire des plumes, des littératures autochtones. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre de coups. C'est quelque chose qui était dans ma palle de toute façon. C'est une nouveauté, donc, puis c'est un petit opuscule. Donc, je vais sans doute le lire, puis vous en parler. Puis après, ben, j'imagine que je vais avoir un peu atteint la limite de ce vlog-ci encore une fois. Donc, ben, voilà. On se dit à bientôt! Et rebonsoir. Je viens juste de dévorer complètement en un seul souffle ce petit bijou d'humour et d'absurdité. C'est vraiment bon! Donc, Le terre-plein de la destinée de Louis-Carl Picard-Sioui, comme annoncé, toujours chez Collection Solstice aux éditions Anne Honorac. Je vais lire la 4e de couverture, même si ça dit pas grand-chose, mais c'est pas grave. La belle Denise Dionne s'est invitée à souper. Et Jean-Paul Jean-Pierre partira à la chasse du meilleur repas à lui cuisiner. Entre une noix repérée en bordure de l'autoroute et son réveil à l'hôpital avec la belle à ses côtés, il aura traversé le miroir d'Alice et aperçu les signes de sa destinée. Personnage phare de Kitscheke, l'univers créé par Louis-Carl Picard-Sioui, Jean-Paul Jean-Pierre a une façon unique de nous éclairer. Alors, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas comment on pourrait distinguer ça. Pas distinguer ça, mais identifier ça. Ça fait partie de cette grande classe d'ovnis littéraires, mais c'était tellement savoureux. Je me souviens pas si j'ai déjà lu d'autres Louis-Carl Picard-Sioui. Parce que Kitscheke, je l'ai vu passer. Mais j'ai jamais lu. Puis là, ben, je pense que je vais en aller. Parce que dans le fond, c'est vraiment dans l'univers de. Donc, mais bon, j'ai pas lu Kitscheke. Puis là, je dis peut-être pas comme faut, hein. Kitscheke. Puis ça ne doit pas se prononcer comme ça. Je suis désolée. Donc, mais c'est sûr que j'ai envie d'en lire. Donc, bon, écoutez, dérouler l'histoire, c'est tellement court, ça dure 46 pages. Donc, c'est sûr que je vous en dirai pas plus, mais
on rencontre le fameux Paul Jean-Pierre, donc Paul Jean-Pierre étant ses noms de famille, qui habite sur la réserve à Ketchikan. Et par le biais de cette prémisse-là, du fait que, bon, c'est un artisan, il habite sur la réserve, il est super talentueux, mais il n'a pas nécessairement les moyens. Il va à un moment donné constater que son frigo est vide et qu'il a rencontré la jolie Denise Larouquine, qui, techniquement, a du sang, dans le fond, autochtone, mais qui était venue chercher sa carte au Canada, on dit d'Indien, parce que c'est un statut, dans le fond, à la réserve pour avoir certains droits et tout. Mais finalement, elle n'a jamais quitté la réserve. Et puis là, ben, elle est tombée dans l'œil de Jean-Paul. Et il veut l'impressionner. Il veut lui cuisiner les choses, parce que lui, il aime vraiment ça, manger et cuisiner, même s'il n'a pas vraiment les moyens en ce moment de se permettre ça. Mais comme il n'y a pas rien dans son frigo, ben, il va partir chercher du gibier. Parce qu'il se dit que ça va être ça. Sauf que Jean-Paul, sa famille, ils ont perdu leur terre. La famille Jean-Pierre ont perdu leur terre ancestrale parce que la réserve de Ketchikan est à côté d'une grande ville. Je pense que, oui, il habite. Il est membre du clan du Loup du peuple Wendat et a grandi à Wendake. Et il habite toujours dans Wendake, qui est une réserve qui est juste à côté de la ville de Québec. Donc, on sent une petite parenté. Donc, la famille Jean-Pierre a perdu ses terres, donc il n'a pas vraiment pu apprendre, lui, Jean-Paul, à chasser. Et bien, il va falloir qu'il ait rencontré Zaché, qui sait seulement un peu chasser. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Vont s'en suivre des péripéties assez rocambolesques, mais c'est surtout sa plume qui est juste comme parfaite. Il jongle avec les mots. On dirait, ben, c'est pas pareil parce que il n'y a pas nécessairement l'impératif de créer des nouveaux mots, des mots imaginaires, un peu comme, mais je dirais qu'il y a une parenté, un cousinage, mettons, avec la plume de Fred Pellerin. Il y a quelque chose là-dedans. Puis aussi le fait que le personnage de Jean-Paul, c'est un personnage qui est fondamentalement candide, qui pense que tout va bien se passer, puis qui est un peu comme crédule, en même temps, il a vraiment un bon fond. Puis il arrive des affaires complètement inexplicables, mais il s'en sort toujours comme relativement bien. Mais c'est la manière de narrer. Puis je pense que je vais vous lire un mini extrait, parce que, ben en fait, je pourrais tout vous lire, parce que c'est trop bon, mais disons, je vais lire le premier paragraphe. Le premier paragraphe, qui est un pas pire paragraphe, de la page 13 du chapitre 3 qui s'intitule Denise au carré. Donc, la fameuse Denise Larouquine. Originaire de la ville, Denise Dionne débarqua à Ketchikan pour la première fois l'été précédent. Elle venait tout juste d'être statuée à près d'une cinquantaine d'années. Denise Dionne était venue à Ketchikan pour quérir sa carte d'indienne, ramasser quelques cartons de cigarettes détaxés et aussitôt repartir vivre sa vie de blanche dans la cité. Du moins, c'était le plan. C'est ce qui était prévu, ce qui était écrit. Mais c'était semaine de fête, c'était le début du Black Pipe Powwow et sans trop savoir pourquoi, Denise Dionne s'enfargea le social sur la réserve, puis décida de reporter son départ à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'elle prenne racine. Voyez-vous ce que je veux dire? Puis il y a plein de choses aussi. C'est sûr que c'est quand même une plume que je pense qu'il faut qu'on connaisse une certaine réalité des Premières Nations, des peuples autochtones, les premiers peuples au Canada, en tout cas au Québec particulièrement, pour tout comprendre. Et comme là, justement, le jeu de mots avec elle venait tout juste d'être statuée après une cinquantaine d'années, c'est d'obtenir le statut d'Indien en regard du fait que sa grand-mère était née sur la réserve. Donc, c'était une petite blagounette, mais c'est quand même ça. Bon, puis quérir sa carte d'indienne, ramasser quelques cartons de cigarettes détaxés, parce que c'est ça. Les gens associent les réserves, dans le fond, où est-ce qu'il y a où des nations habitent au Québec, à le fait qu'ils peuvent obtenir des cigarettes de contrebande sans taxe. C'est vraiment comme un préjugé. En même temps, c'est un peu une réalité, malheureusement, dans certaines des réserves. À Wendake, ils ont diversifié, eux autres, leur façon de développer leur économie. C'est un exemple, entre guillemets, d'autonomisation, en fait, d'une réserve au Québec. Mais bref, je ne vais pas tout le remettre, mais je trouvais juste la façon, tu sais, juste comme elle va reporter son départ jusqu'à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'elle prenne racine. C'est juste la façon de raconter. On dirait que c'est un conteur qui parle. C'est excellent. Puis juste le fait, tu sais, écoutez,
Le chasseur, c'est son cousin, puis il s'appelle Zaché. Tu sais, c'est Zaché, sachant juste assez chasser pour le conseiller, comme dans Zaché, sachant chasser sans son chien de chasse, le vire-langue. Puis, je sais pas, je trouve... Le titre du chapitre 5, c'est Zaché, le sacheur sachant assez chasser. Bon, je l'ai dit ça ensemble. C'est un bijou, un coup de cœur total. Il faut que vous lisiez ça. Clairement, je vais lire Kichike. Puis clairement, je suis en retard sur lui, Carl Picassiwi. Puis je sais pas pourquoi j'ai tant attendu à lire lui. Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est bien trop bon. J'espère que c'est la même plume pour les autres tomes du Kichike. Donc, je pense qu'il y a 3... Chronique de Kichike, La Grande Débarque en 2017 et Éveil à Kichike, La Saignée des Possibles en 2022. Donc, j'imagine que c'est ça les deux opus. Mais là, c'est sûr que je veux lire ça. Je veux lire la suite. Ben, pas la suite, mais ça va être juste dans l'univers de... Wow! Quelle belle découverte! Alors, je suis bien contente. Je lance mon En juin joli autochtone avec cette nouveauté. Donc, pour rappel, Le terre-plein de la destinée de Louis-Carl Picassiwi aux éditions Anonora, collection Solstice. Et ces collections-là, là, je les aime tous parce que je les aurais tous à la maison. Je les utilise toujours pour suggérer quand on essaie de découvrir des plumes. Je trouve que c'est tellement excellent. C'est à petit prix, il me semble que c'est 7,95 $. Ça n'a aucun sens. C'est un prix complètement dérisoire pour la qualité de ce qui est proposé à chaque fois. J'avais vraiment beaucoup aimé Bonjour Alison de J.D. Curtness, il me semble que j'avais lu. J'en ai lu plusieurs, là. Puis à chaque fois que je les ai lus, j'ai trouvé ça excellent. Donc, gênez-vous pas. À chaque fois que je vais vous en parler, que je vais en lire un, que je vais aimer ça, à chaque fois, je vais vous dire que c'est excellent, puis je vais vous dire, allez, achetez-en, lisez-en. Mais là, celui-là, vraiment, c'est un petit bijou, là. Pour ceux qui aiment le petit côté absurdo-ironique, mais avec une petite touche d'onirique dedans, parce qu'on est vraiment plus dans l'univers de... presque un univers de Fred Pellerin, là. Ça, c'est un must. Alors voilà. Bon, ben écoutez, c'est ma lecture spontanée. Je me suis dit, je vais la commencer pour voir, mais finalement, je l'ai terminée. Puis ben, on est déjà rendu à mettre fin au vlog. Je pense même que j'ai débordé un peu trop. Alors, j'espère que ça vous a plu. Cette espèce de vlog en mode allons-y avec les genres hybrides et inclassables pour mes lectures. Puis ben, n'hésitez pas à me tester en commentaire comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis ben, nous, d'ici à ce qu'on se revoit, j'espère qu'on va chacun de notre côté avoir des superbes lectures. Puis on se dit à la prochaine.